Feldman, ça te dérange si je te dis quelque chose ? J'ai dit, vas-y. Il m'a dit, tu ne vas pas réussir, à moins que... J'ai dit, à moins que quoi ? Il a dit, tu es un compositeur fabuleux, mais tu ne vas pas... à moins que... À moins que quoi ? Tu as besoin d'un peu de drame. Pas beaucoup. Tu as besoin d'un peu de drame, juste un peu. Une anecdote de Morton Feldman pour commencer, parce que le personnage nous plaît au moins autant que sa musique. Bienvenue à vous dans Musique d'Avenir. Bruno Seriba est à la réalisation. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Il est bien évident qu'il s'agit là d'une véritable musique. Music. It wasn't felt. I mean, it was an early piece. Sont perceptibles de très loin et ne semblent provenir de nulle part. Musique d'Avenir. Angelo. It wasn't felt. I mean, it was. I mean, it was an early piece. I mean, it was early. 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 I mean, shall soar not for its own sake only, up into heaven's lonely silence, and be no more. Merely the lightly profiling proudly successful tool, playmate of winds, beguiling time there, careless and cool. Only when some pure wither outweighs boyish insistence on the achieved machine, with whom has journeyed thither beyond that fading distance, all that his flight has been. Johann La Barbara dans ce Only d'une minute pour commencer cette émission consacrée à Morton Feldman. Ceci au hasard d'une rencontre avec un musicien de talent, son nom, Ivan Illich. Ivan Illich fait partie de ces personnes que l'on a envie de suivre dans leur passion, dans leur découverte et dans leur manière de voir les choses, au moins le temps d'une émission de radio. Ivan Illich est pianiste, un pianiste à la très belle carrière, qui se produit un peu partout dans le monde. Il a 3 disques à son effectif, 3 disques qui éveillent l'attention par leur qualité tout d'abord, mais aussi parce que l'on y sent le choix de l'interprète. En 2008, un très beau disque avec les 24 préludes de Claude Debussy. Séduit par Debussy, vous plongez dans Godowsky et c'est tout naturellement que vous avalez le dernier opus du pianiste, The Transcendentalist, un disque qui plonge le mélomane dans une ambiance contemplative avec des miniatures de Scriabine, des pièces de John Cage et de Morton Feldman, ainsi qu'une création du compositeur américain Scott Vollschläger. Et si vous allez sur le site d'Ivan Illich, dans une petite vidéo, il vous explique tout simplement son choix, pourquoi ce titre, inspiré d'une conférence du philosophe américain Ralph Waldo Emerson, pourquoi le lien entre ses compositeurs. Bref, Ivan Illich est le musicien avec lequel on a envie d'aller boire un café pour échanger sur la musique, la philosophie, la peinture. Eh bien, c'est ce que nous allons faire ce soir, prendre un café avec Ivan Illich pour qu'il nous parle de son dernier projet, un projet avec la Haute École d'Art et de Design de Genève autour de Morton Feldman. Le fruit de ce travail avec les élèves de la HED donne un livre intitulé Detours Which Have to Be Investigated, avec des textes et des photos de Morton Feldman, de ses proches, Cage, Guston, mais aussi 2 disques, un disque audio avec l'interprétation de l'œuvre de Morton Feldman intitulée Le Palais de Marie pour piano solo, œuvre que nous entendrons en intégralité ce soir. Quant au second disque, il s'agit d'un DVD avec 3 vidéos réalisées par les élèves de la HED. Je vous propose de rejoindre Ivan Illich dans son hôtel Genevois, juste après le concert qu'il donnait au MAMCO de Genève en clôture de cette collaboration. Avant de nous installer, vous prenez 1 ou 2 croissants avec votre café. Aujourd'hui, tous les gens
gens ne savent plus boire le café. Est-ce que quelqu'un pourrait avoir l'obligeance de m'apporter un café ? Comment s'est fait cette rencontre avec ce compositeur atypique, enfin pour un pianiste qui a une grande carrière, ça paraît tout d'un coup peut-être un peu incongru de se passionner pour Morton Feldman. C'est vrai. Je pense que ça vient de mes expériences, notamment universitaires, puisque j'ai fait des études à la fac avant de venir en Europe, pendant 5 ans, des études de maths, donc j'avais une certaine ouverture par rapport à la musique contemporaine, parce qu'à l'université de Berkeley, à l'époque, il y avait pas mal de compositeurs. Donc, je donnais des créations. Et donc, j'avais cette culture de musique contemporaine. Et puis après, j'ai réalisé assez vite qu'au niveau pragmatique, c'était pas vendeur pour les concerts, pour la carrière, pour construire une carrière. Pour que je puisse servir la musique contemporaine, il fallait d'abord que j'ai une carrière épanouie. Et comme ça, je peux défendre les choses mieux, plutôt que d'être spécialiste. Parce que ce qui me faisait peur, c'était de voir les carrières de toutes ces personnes qu'on connaît très bien, qui sont des défricheurs de répertoire, mais qui ne font que ça, et qui ont des carrières dans les ombres, finalement. Et je trouve qu'il y a un côté triste, parce que du coup, ils ne peuvent pas défendre aussi bien que si, par exemple, Maurizio Pollini, il joue Stockhausen en ouverture de son concert à Carnegie Hall devant 2000 personnes, chose à laquelle j'ai assisté. J'étais à côté des gens qui sont venus pour écouter la sonate Beethoven à Merclavier, et qui, du coup, étaient obligés d'écouter du Stockhausen et qui ont trouvé ça génial et joué par cœur. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et je me dis toujours que pour que je puisse défendre la musique contemporaine devant le plus de gens possible, il faut que j'aie une position, on va dire, en public, que je puisse... que je donne des concerts devant 2000 personnes plutôt que 40. Donc ça, c'est quelque chose que je garde en tête. Par contre, avec Feldman, c'était... il y a des choses dans la vie qui vous arrivent, qui vous tombent dessus, vous ne savez pas trop pourquoi. Donc moi, j'avais une sensibilité extrêmement forte pour cette musique depuis 2 ans et demi. J'en écoutais des tonnes. En fait, j'écoutais tout le temps la musique de chambre de Morton Feldman, notamment. Des pièces pour trio, notamment percussion, flûte et clavier. Et ça me nourrissait quelque chose, ça me faisait du bien, presque physiquement. Le fait qu'on puisse prendre le temps comme ça pour écouter quelque chose qui dure très longtemps, qui est lent, qui est abstrait, donc qui satisfait un désir pour moi d'élargir mes horizons musicaux. Et en même temps, je pensais qu'avec qui je suis musicalement, je pouvais bien défendre cette musique. Donc c'est parti d'un amour du surface de la musique, pour parler dans les termes de Feldman. Et je me suis dit que finalement, puisque je défends de plus en plus les compositeurs, que ce soit Godowsky ou d'autres personnes, les personnages, Feldman, c'est vraiment un personnage. Donc quand on parle de sa musique, on parle de lui, on parle de ce qu'il a dit dans ses conférences. On dit des blagues qu'il a fait sur Boulez ou Stockhausen, que Stockhausen c'était Bismarck et Boulez c'est Napoléon. Tout ça, ça nous permet finalement de rendre ça accessible. Parce que c'est ça qui fait que les gens peuvent rentrer dedans. C'est pas forcément la musique abstraite qui va nulle part, qui se répète à jamais. Music, 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 music. Et du point de vue de l'interprète et de la sensation musicale, de la patte que vous pétrissez quand vous jouez, la musique de Morton Feldman a l'air d'apporter une autre dimension, c'est peut-être une autre manière de jouer ou une autre sensation quand on joue, qui est peut-être pas forcément toujours agréable d'ailleurs. Oui, ça se fait avec énormément de retenue et au départ, ça a été une grande bataille, parce que c'est vrai que les pianistes, notamment les solistes, ont l'habitude de jouer beaucoup de notes, d'être très empris dans le clavier, d'avoir cette connexion physique avec l'instrument. Et c'est quelque chose qui est difficile au départ quand on est enfant, et puis on s'y habitue, et puis on en a besoin. On a besoin de cette hygiène de vie qui nous conduit à passer 6 heures par jour en jouant des milliers de notes. Et dans le Feldman, il faut jouer très peu de notes, il faut écouter avec beaucoup d'attention et il faut être doux avec le piano. Et c'est quelque chose il y a une grande tendresse dans l'approche de l'instrument qu'on retrouve à la limite à la fin de certaines phrases de mouvements lents de Schumann ou de Schubert, mais c'est juste des moments précis, tandis que là, on a des morceaux entiers où il n'y a que ça. Donc le rapport à l'instrument change totalement. Ça se trouve que j'ai ressenti que j'avais besoin de ça à ce moment-là. Mais c'était les 6 premiers mois, j'ai eu beaucoup de mal.
Et pourquoi Morton Feldman plutôt que John Cage, par exemple ? On sait que John Cage a eu une grande influence sur Feldman, qui est des interrogations de Feldman par rapport à des questions posées par Cage, des remises en question musicales notamment. Oui, tout à fait. Au contraire, il y a des compositeurs qui n'ont pas du tout d'interprète, qui les défendent, notamment des compositeurs qui sont encore en vie. Ça, c'est complètement autre chose en ce qui me concerne. J'ai beaucoup de mal à avoir suffisamment de distance quand je peux avoir accès à la personne, tandis que Morton Feldman est décédé depuis 27 ans. Donc, si je joue sa musique, c'est parce que j'en ai envie, c'est parce qu'il n'y a aucune autre raison de le faire. Et puis, parce que finalement, j'ai remarqué avec le temps que je me construis mon identité, mon jugement, je peux me dire que finalement, Morton Feldman, il vaut John Cage pour moi. C'est aussi intéressant, musicalement, c'est encore plus riche pour moi, ça me touche plus. Et puis, il y a quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important, c'est que Feldman, il y a un lien avec le passé qui est direct, la façon de jouer. Si on étudie Bach, Beethoven, enfin tout le canon du répertoire, passer à Feldman, finalement, il y a une logique quand même. Et ça, pour l'avenir de la musique, ou de la musique qui était la musique contemporaine, il faut qu'il y ait un lien. Sinon, ça va jamais rentrer dans le répertoire. Dans quel sens ? Dans l'approche du piano, dans une approche de composition, dans ces choses-là ? Oui, ça aussi, mais plutôt dans la réception de la musique. Je pense que c'est d'ailleurs Feldman, dans ses conférences, on sentait que lui, son rêve, c'était d'être Schubert, quoi, en quelque sorte, de passer de l'autre côté. Il voulait pas, comme certains compositeurs, Boulez notamment, il voulait pas détruire le passé et se dire, voilà, moi je suis totalement novateur, je suis un génie, sui generis, il n'y a que moi qui existe, le reste c'est autre chose. Non, il respectait le passé finalement. Et je trouve que c'est une relation plus saine. C'est comme des gens qui pensent que les compositeurs, c'est les seuls créatifs, et puis il y a une hiérarchie avec les interprètes, et puis le public ou les musicologues, et puis il y a des schémas, mais en fait, c'est pas du tout vrai. Il y a des gens créatifs. Quoi qu'ils fassent, ils sont créatifs, qu'ils soient boulangers ou qu'ils soient interprètes ou autres. Ils font ça avec beaucoup de délicatesse, de réflexion, de remise en question. Et puis il y a d'autres, ils ont beau être artistes ou créateurs ou compositeurs, c'est vide ou il n'y a pas cet esprit-là. En regardant votre parcours, Ivan Illich, vous avez aussi touché au cinéma un petit peu, des courts-métrages. C'est une interprétation totalement personnelle, mais avec cette musique de Morton Feldman qui remet en question, il parle de sa tête en disant que dans son évolution personnelle, en fait, il n'a fait que réarranger la même chambre en quelque sorte, donc bouger les meubles. Donc on ne change pas vraiment, mais qu'on change les choses à l'intérieur de soi. C'est un peu la même chose avec sa musique qui tourne autour de quelques notes, mais ça permet de faire de la place, ça permet aussi peut-être de laisser d'autres choses entrer. Est-ce que c'est aussi un déclencheur, en tout cas, Morton Feldman montre une direction dans laquelle vous avez envie d'aller? Oui, c'est ça, c'est que je m'identifie énormément à son discours artistique. Et je pense que de toute façon, le côté contemplatif et introspectif de sa musique est quelque chose qui fait partie de la vie et que chaque musicien a besoin de ça, selon le dose, ça dépend des personnes. Après, je trouve que je suis assez sidéré par le courage qu'il avait de dire ce qu'il pensait, de composer par intuition. Quand il était dans une époque où tout le monde composait en utilisant des schémas préétablis ou des systèmes, il composait à l'oreille, il le réclamait, il était très honnête par rapport à tout ça. Puisque j'ai fait des recherches approfondies à la Fondation Paul Zacher-Rabal, notamment, j'ai lu sa correspondance et j'ai vu qu'il a énormément souffert par rapport à la façon dont les gens le voyaient, sa réception, sa manque de notoriété pendant la plupart d'années de sa vie, jusqu'à les années fin 70 et début 80. Je trouve que lui, il ressentait ce qu'il fallait faire, il l'a fait. Et je pense que qu'on soit connu, qu'on soit un grand musicien ou pas, on a tous besoin de faire ça, d'être en connexion avec soi-même et ce dont on a besoin de faire pour être bien, mais aussi puisque c'est pour ça qu'on fait l'art, je pense. C'est pour ressentir ce lien avec le besoin de créer, de s'exprimer, tout ça, quoi. Est-ce que Morton Feldman pose aussi les questions que vous vous posez? Vous avez déjà un petit peu répondu à ça, mais notamment, par exemple, par rapport au public, au rapport au public, à ce genre de choses, à la longueur des œuvres. Ça ressort aussi dans cet objet que j'ai avec moi. La longueur des œuvres, là, il parle
d'œuvres de 25 minutes. Maintenant, c'est peut-être plus que 10 minutes. Mais enfin, voilà, un côté de formatage qu'il faut... Peut-être que vous ressentez ça aussi, vous, comme interprète. Absolument. Je pense qu'on est assez vite confronté aux limites des normes, de la forme de la musique classique quand on fait ça. C'est-à-dire que moi, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je fais des tournées régulièrement. Et étant donné que je suis quelqu'un de curieux, enfin je pense, j'essaye de l'être en tout cas, je m'intéresse à plein de choses, je vois que c'est quelqu'un qui stagne. C'est une forme qui existe, enfin il y a des raisons pour lesquelles ça existe. Et je ne veux pas du tout dire qu'il faut tout changer, qu'il faut forcément jouer en jean dans les bars ou pendant que les gens sont en train de manger et tout ça. J'ai vécu des expériences comme ça qui sont horribles. Donc je ne dis pas que c'est forcément ce qui est un peu la mode d'aujourd'hui. Non. Mais par contre, n'empêche que vous avez des gens qui sont très créatifs dans un paramètre, c'est-à-dire quel est le choix de notes qu'on va faire, comment les jouer. Mais par contre, le reste se fait... je ne suis pas la première personne qui remarque ça, dans ce rituel qui est très étrange finalement, qui a évolué beaucoup au fil des années. Et je pense que la musique de Feldman casse un peu tout ça, parce qu'elle est trop longue. En fait, il y a un côté... c'est quelqu'un qui a un bras qui est trop grand. Enfin, il y a un truc un peu bancal finalement. Et c'est bien, je trouve ça intéressant. En fait, c'est enrichissant, parce qu'on a tous des aspects de notre psychologie qui sont un peu bancaux comme ça, enfin qui sont un peu bizarres, et je trouve ça intéressant. Ça se voit un petit peu chez vous, Ivan Illich, que vous avez... Enfin, en tout cas, l'image vous plaît beaucoup. Je parle pas de... C'est-à-dire, il y a le personnage, il y a votre rôle d'interprète, mais vous jouez avec ça. Vous jouez avec ça dans vos photos, vous jouez avec ça avec les atmosphères que vous aimez rendre. C'est pas une image, disons, de papier glacé, classique. Vous aimez qu'on s'interroge et que l'image de l'interprète, on se dise, oh là, mais en fait, cet interprète-là, il a un avis sur la question. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement interprète, mais il porte quelque chose. Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut tous avoir un avis sur la question, c'est le plus bien important. Sûr. Mais des fois, ça ressort pas. Oui, bien sûr. Je pense que on a deux choix avec le métier. Soit on peut se conformer et essayer de jouer le jeu au mieux pour avoir une carrière qui s'épanouit totalement et pour jouer dans les plus grandes salles et voilà quoi. Le côté glamour qui intéresse tout le monde et qui est l'une des raisons pour lesquelles les gens se dédient à la musique, parce qu'ils s'imaginent que eux aussi, dans 20 ans, ils vont être sur scène comme Evgeny Kissin et jouer à la Victoria Hall ou autre. Je pense que c'est normal de dire ça. Mais par contre, quand on évolue, quand on se pose certaines questions, à un moment donné, il faut choisir quoi. Est-ce qu'on va faire semblant de ne pas être curieux, qu'on ne voit rien, que la pochette est moche, toutes ces choses-là. Ou alors, est-ce qu'on va essayer de poser des questions et d'interpeller les gens. Donc, évidemment, on n'interpelle pas les mêmes gens. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui préfèrent une photo de pochette de disque avec quelqu'un de très bien habillé, qui est beau et qui ne lui fait pas poser des questions. Mais moi, j'assume maintenant totalement le public qui m'intéresse. C'est le public qui se questionne, quoi. Donc, forcément, ça élimine 98% des gens, je pense. Mais tant pis, voilà. J'ai cette pochette en tête, vous êtes dans une espèce de chemise, ça pourrait être, je sais pas, vous êtes entre Chopin et entre la camisole de force, on sait pas trop. Et avec, c'est quoi, Transcendental Music ou quelque chose comme ça, le titre. Et avec, sur la partition, il y a des petites aiguilles, ça pourrait être des aiguilles d'acupuncture. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez étrange. Oui, ce sont des fourmis. En fait, c'est la récréation d'un tableau de Dali. Complètement en décalage. J'adore tout ça. Moi, c'est quand je fais des choses comme ça que je me sens à l'aise. Donc, que je me sens plus en phase avec qui je suis. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que je comprends tout, mais c'est plutôt bon signe, je trouve. Donc, c'est un peu pareil avec l'objet, avec la aide. C'est une collaboration très spéciale qui s'est construite au fur et à mesure. Mais pour moi, c'est passionnant. Je ne savais pas du tout où ça allait mener. Et c'est ce qui m'intéresse. Juste avant qu'on parle précisément de cette collaboration, j'ai dit avant que vous avez eu quelques expériences cinématographiques, toujours par rapport à ce lien à l'image. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous ? Pour moi, c'était un déclic énorme, ces projets, notamment 2 courts-métrages avec Luc Plissonneau, Les Mains, où j'étais l'acteur principal, une fiction qui dure 17 minutes, qui est sur YouTube d'ailleurs maintenant. Et puis un deuxième court-métrage avec Benoît Hammer, un artiste français conceptuel, qui est un film très abstrait où je joue la réincarnation de Glenn Gould. je suis figurant, je joue, c'est assez farfelu, quoi, mais c'est génial. Et en fait, ces expériences m'ont fait réaliser que
Enfin, c'est quelque chose de tellement évident ça me fait... Je suis presque mal à l'aise de dire ça, mais on découvre tout par les yeux dans la vie. En fait, l'image, qu'on assume ça ou pas, c'est comme ça qu'on a accès à tout. C'est-à-dire qu'on découvre, ne serait-ce que la musique, les concerts, on regarde tout le temps. On est vachement influencé par la façon, la mise, la posture de la personne, ce qui communique dans ses photos. Tout ça, c'est avant même d'écouter la musique. Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit un disque? On a la pochette. Et la pochette, c'est pour ça qu'on l'a achetée souvent. Ou alors, ça nous communique quelque chose et on se dit, moi, je m'identifie avec cette pochette. Ça, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Ou alors, voilà. Donc, moi, c'est cette question de perception visuelle et comment on est influencé par tout ce qui est autour de la musique. Je trouve ça absolument passionnant parce que j'ai réalisé au fur et à mesure avec la carrière que j'avais une perception de différents interprètes qui étaient des gens qui étaient mythiques pour moi, qui n'étaient pas du tout liés à la qualité de leur travail ou à la profondeur de ce qu'ils faisaient musicalement. C'était tout ce qui était accessoire. Et on ne peut pas s'y échapper. En plus, je m'intéresse de plus en plus au vin parce que je vis à Bordeaux. Et dans le vin, il y a quelque chose qu'on devrait faire beaucoup plus souvent dans la musique, c'est la dégustation à l'aveugle. Et c'est là où on voit à quel point on est parasité par tout ce qui est para-musical. Alors moi j'adore, par exemple, j'avais un jeu avec un jeune copain pianiste où on se fait écouter des choses, des différents extraits de disques et il faudrait dire est-ce que la personne c'est une femme, c'est un homme, il a quel âge, il est de quel pays, même avant de parler de ce qu'il joue. Parce que souvent on reconnaît les œuvres, mais même si on ne les reconnaît pas, qu'est-ce que cette personne dégage? Et évidemment, parfois, on est complètement à côté de la plaque, mais c'est génial parce qu'on pense qu'on a une écoute tellement précise et en fait, finalement, c'est du vent. Cet univers de Morton Feldman, vous avez eu envie, je crois par l'intermédiaire de Benoît Maire, dont vous venez de parler, Ivan Illich, de le faire connaître, ou en tout cas de créer quelque chose, de créer une rencontre. Je ne sais pas si l'objet au départ était déjà dans votre tête, ou c'est à partir du moment où il y a eu la rencontre avec ses étudiants de la HED que les choses se sont formées petit à petit. Tout a commencé il y a 2 ans déjà, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Donc en janvier 2013, j'étais invité à la HED par Benoît. Il m'a invité à présenter mon travail sur Feldman, mes recherches, parce qu'il s'est dit que ça pouvait être intéressant pour ses étudiants, leur donner de la matière en fait de création. Et à l'époque, j'étais très surpris par cette demande parce que, bon, évidemment, dans le monde de la musique, on ne va jamais inviter un artiste plastique pour venir nous parler de son travail pour inspirer les gens. Et justement, je trouve ça tellement étonnant, dans le bon sens du terme, que j'étais très agréablement surpris et encore plus par la qualité des élèves qui sont vraiment des jeunes gens brillants. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donné comme une espèce de mini-conférence à des gens en master, une 15aine de personnes. Et après, Benoît nous a proposé d'avoir une collaboration, donc sur une semaine, où les étudiants créent des vidéos destinées à la promotion ou à rendre la musique de Feldman accessible. Donc c'est assez drôle parce que c'est, on va dire, une idée assez commerciale, mais évidemment, Benoît a proposé ça avec beaucoup d'ironie parce qu'il savait très bien que des étudiants en master d'art en Suisse ne vont pas faire des pubs, quoi, purs en tout cas, ou en tout cas pas les vidéos promotionnelles horribles qui sont tellement formulées qu'on voit, que ce soit Sony ou Warner ou les autres qui font ça, c'est caricatural à chaque fois, c'est tellement prévisible tout ça. L'interprète qui dit oui, je joue ça, j'ai entendu ma mère jouer ça quand j'étais petit, alors ça m'a toujours donné envie et enfin je réalise cet album Chopin. Enfin, c'est des trucs qui sont tellement ridicules, quoi. Donc effectivement, assez rapidement, il y a des connivences qui ont été partagées et on a créé un vidéo de groupe qui m'a donné l'occasion de recracher en quelque sorte les informations dont je me suis bourré dans les archives de Feldman. Et de raconter une histoire, de dire voilà qui était Feldman, qu'est-ce qu'il recherchait. Et puis surtout les élèves qui racontent ça d'une façon assez décalée, assez drôle. Pour savoir un petit peu comment ça s'est passé, parce que voilà, quand on a vu les 3 vidéos, elles sont très différentes toutes les 3. Et alors je suis assez surprise de voir que c'était aussi quelque chose, au départ que l'idée était
peut-être à part la troisième, mais l'idée était une promotion de Morton Feldman parce qu'il y a des choses assez abstraites. Et en même temps, comme vous dites, on retrouve plein de paramètres. Quand on connaît, on peut vraiment retrouver les choses. Quand on ne connaît pas, certaines vidéos peut-être sont encore un petit peu, disons, obscures. Hein. Mais heureusement, il y a le livre à côté, donc on peut se rattraper. Qu'est-ce que vous leur avez donné? Vous leur avez parlé de Feldman, vous leur avez joué Feldman. Vous avez discuté justement de plusieurs aspects, peut-être échanger des visions communes. Oui, alors au début, j'ai présenté le personnage, donc j'ai donné une petite biographie pour le situer déjà au niveau historique, pour que lui puisse le situer au niveau des repères, des arts visuels. C'était important de dire qu'effectivement Feldman connaissait tous les expressionnistes, que ce soit Pollock ou Rothko ou Bill de Kooning, Philippe Guston, tous ces grands peintres américains. Donc ça, c'était le début. Après, je leur ai joué effectivement un peu de Satie, un peu de Feldman. Après beaucoup de Feldman, je leur ai joué Four Bonus à Marcus, une pièce qui dure 70 minutes. Et en fait, le but, c'était de leur jouer les 10 premières minutes pour qu'ils aient l'occasion d'entendre ça. Et puis, j'ai continué jusqu'à la fin. Et c'était assez drôle parce que les étudiants se sont mis par terre, allongés. Ils ont compris, en fait, que j'allais continuer. Et c'était un moment assez magique. Et du coup, ils étaient imprégnés par tout ce que j'ai envoyé. Ils ont commencé à me poser des questions très intéressantes. Et du coup, l'échange a commencé. C'est là où, avec leurs questions, parce que eux, évidemment, ils viennent d'un milieu totalement différent. Donc, ils me posaient, ne serait-ce que dans leurs questions, on voyait comment ils voyaient le personnage, quel était leur point de vue, qui était très différent des points de vue de musiciens. Vous vous souvenez de certains points de vue? C'est-à-dire que ce qui est drôle, c'est que chaque artiste parmi ces jeunes étudiants a un langage, un bagage, un travail, une pratique artistique totalement différents les uns des autres. C'est pas comme dans une classe de piano où là, on a tous joué des sonates de Beethoven. Je sais pas, il y a Stefan Botez, donc, qui est artiste roumain, qui est absolument passionnant, dont les deux thèmes qui l'intéressaient à l'époque, c'était la masculinité et le sommeil. Donc, alors, lui, il faisait des performances où il faisait semblant de dormir dans des lieux publics à Genève, et puis il enregistrait ça pour qu'on voit comment les gens réagissent quand ils passent devant quelqu'un qui dort dans la rue, mais sur le béton, en pleine rue, quoi. C'est très drôle, c'est très spécial quand même. Et puis, le côté masculinité, donc il filmait presque que des hommes, toujours en faisant du sport, en faisant des choses qu'on considère comme étant masculins. Donc, assez drôle, quoi. Voilà, c'est spécial. Après, il y a Camille Tsvetsukin qui écrit des contes très, très élaborés, des contes de fées qu'elle invente. C'est tout un univers, elle crée des sculptures autour de ça. On a l'impression d'avoir déjà entendu ces contes tellement ils sont réels et élaborés, quoi, tellement en détail, c'est tellement précis. Après, il y a son compagnon, Adrien Guillet, qui est, lui, intéressé par la sémiotique, donc tout ce qui est signes et symboles. Donc, c'est évidemment dans la publicité qu'on voit ça le plus souvent, depuis les années 50 et 60. C'est la manipulation par les symboles. Donc ça, c'est infini, ça. Je veux dire, une fois qu'on est sensible à ça, on se promène dans la rue et on est paralysé parce qu'il y a tellement de symboles qui nous interpellent en permanence. Donc, créer une vidéo avec tous ces gens ensemble, comment est-ce qu'on peut faire ça, quoi? C'est impossible. Comment est-ce qu'on peut réunir tous ces points de vue, toutes ces esthétiques totalement différentes? Donc Stéphane, il me demandait plutôt par rapport au côté masculin de Feldman, alors comme c'est lent, c'est quoi le rapport avec le sommeil éventuellement, ou alors et puis Adrien, c'était plutôt les symboles, et Camille, elle voulait savoir plus sur le personnage, sur les femmes dans la vie de Feldman, qu'est-ce qu'il a vécu, comme si c'était une conte de fées. Enfin, j'ai caricaturé un peu, je vais trop loin dans ce sens-là, mais on sentait déjà qu'il y avait des points précis qui intéressaient chaque personne. Et le fait que Morton Feldman ait toujours été en relation très étroite avec la peinture, Rothko Chapelle, et puis Philippe Guston, avec qui il a eu une relation très très forte dans les deux sens, passionnée et en même temps d'inimité à certains moments de séparation, qui était assez cruelle d'ailleurs, pour les deux, je crois. Mais le fait qu'il y ait eu cette relation-là fait peut-être que la musique de Morton Feldman est peut-être plus plastique que musicale. Je dirais ça autrement. C'est très difficile de dessiner un lien entre les deux. Et d'ailleurs, Feldman parle de ça. C'est quelque chose qu'on a envie de faire. C'est normal. On a envie de prendre les paroles de Jackson Pollock, les écrits, et puis de se dire « Ah, mais Feldman et Cagey faisaient la même chose ». C'est très difficile parce que le domaine qui est tellement différent, et puis les compositeurs se retrouvent dans une situation historique après la Deuxième Guerre mondiale qui est très spéciale par rapport à la musique particulièrement, plutôt que les arts plastiques. Vous pouvez essayer de faire le lien, mais les gens qui essayent,
On voit que c'est très délicat, on n'y arrive pas très bien. Par contre, c'est une inspiration. Donc, c'est quelque chose, c'est exactement ce que moi j'ai vécu avec la rencontre avec Benoît Maire, par exemple, en 2010. Moi, j'ai rencontré Benoît, j'ai entendu parler de lui par son galeriste, il est venu chez moi, je lui ai joué 3 études de Godowsky pour la main gauche, donc une musique complètement farfelue, super virtuose, avec une main, donc il y a un côté plastique évident, tout de suite qui sort, c'est visuel, c'est spectaculaire, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Et lui, il comprend tout ça. Je n'ai pas besoin de lui expliquer. Voilà, pour lui, c'était une claque, quoi, je pense. Et puis, quelques heures plus tard, moi, j'assiste à son film, L'île de la répétition, magnifique film, où les personnages principaux sont Søren Kierkegaard, John Keats, Cordelia, la muse de Kierkegaard dans ses écrits. Enfin, c'est des choses... qui vont dans tous les sens, mais il y a quelque chose qui est communiqué, qui est extrêmement profond, et c'est fait d'une façon tellement indirecte que moi je me suis dit, mais moi j'ai envie de faire des choses comme ça. Pas d'écrire des films du tout, c'est juste une démarche qui m'inspire, je me dis, il y a des choses qui sont possibles en fait que j'ignorais, des directions, et c'est ça qui m'a permis de diriger cette édition, parce que du coup le monde s'est ouvert pour moi à partir de ce moment-là. Comment vous voudriez que les gens abordent justement cet objet, Ivan Illich? Parce que bon, il y a ces trois vidéos, 2 très abstraites. Alors vous parlez du sommeil, une où on vous voit dormir à côté du piano, où l'espace urbain est aussi très présent. Donc on sent vraiment cet ancrage-là, l'espace genevois en l'occurrence, qu'on reconnaît bien. Une, alors sur la masculinité, mais très ambiguë. Il y a un buste qui est filmé, une statue d'homme qui est filmée sur toutes les coutures, quelque chose de beaucoup plus avec des jeux de lumière, qui est beaucoup plus, disons, impressionniste. Et puis, la 3e, qui est beaucoup plus explicative, qui joue avec le côté cartoon, avec Bugs Bunny, le côté production, publicité, show-off, en quelque sorte. Et puis, on vous voit où? À l'inverse, on vous voit vous dans une certaine intimité de jeu, puisque vous parlez. Et en même temps, vous comptez, on vous voit, d'abord on se dit, tiens, la bande-son est pas bien calée. et en fait, vous expliquez que pendant les silences de la musique, vous comptez pour garder l'attention, pour aller jusqu'à l'événement suivant, en quelque sorte, sans être perdu, un peu comme le petit pousset, on rejoint le conte. Donc il y a ça, ces 3 films. Et puis, il y a à l'intérieur du livre beaucoup d'espace, beaucoup de blanc, de silence en quelque sorte, et des textes de Feynman, mais pas seulement, et des interrogations. La musique fait-elle partie, est-elle vraiment une discipline artistique? Le public doit-il être vivant ou mort? Et puis à la fin, votre démarche de tout cet ouvrage, décrite, mais avec des blancs à l'intérieur, comme si vous aviez gommé certains passages. Donc comment vous imaginez qu'on peut déguster? Vous parliez de vin auparavant. Cette création, en quelque sorte. Ça, c'est une bonne question. J'aime justement le fait qu'il n'y a pas forcément d'hierarchie ni de mode d'emploi, puisque je ne suis pas sûr de comprendre l'objet moi-même. C'est un rassemblement d'éléments qui me semble avoir une certaine justesse, ou en tout cas par rapport à mes recherches. Encore une fois, j'ai fait des recherches très approfondies et je ne savais pas quoi en faire. Donc c'est terrible parce que je me sentais extrêmement proche de Morton Feldman, du coup, parce que je savais tellement sur lui. En même temps, je suis content de ne pas l'avoir connu parce que j'ai une espèce de distance qui est, à mon avis, saine, parce que j'arrive à avoir une image équilibrée de lui. Je ne pense pas que c'était le nec plus ultra de la musique, que c'était un dieu. Non, c'était une personne avec plein de défauts. Au contraire, mais c'est ça qui me touche d'autant plus. Alors, en ce qui concerne le côté texte, notamment les photos et les textes que j'ai choisis, qui sont des textes relativement courts, effectivement il y a beaucoup de blanc, j'ai eu une sensation très particulière quand je lisais des centaines, mais littéralement des centaines de textes, soit par Feldman, soit sur lui, où parfois on fait des connexions entre des choses. On a des espèces de déclics, on se dit
ah, mais c'est ça ce qui s'est passé, par exemple, avec son amitié avec Philippe Gouston. Et en gros, ce que je voulais raconter dans ce livre, avec les textes, c'était le fait que Feldman a changé dans sa... C'est un peu le... C'est pas pour rien que je parle de ça. Je faisais allusion à ça tout à l'heure avec ma rencontre avec Benoît Mer ou mon ouverture vers autre chose à part la musique, vers la musique de Feldman. Tout ça, c'est ce cheminement. Et d'ailleurs, le titre, Les détours qui doivent être investigués, ça vient d'un documentaire sur Philippe Gouston, très intéressant par la boîte de production Michael Blackwood, où Philippe Gouston dit voilà, parfois j'ai l'impression de grimper sur des montagnes, et puis j'ai l'impression d'avoir oublié des outils, et du coup je redescends la montagne, mais je prends un virage inattendu, et finalement je me perds ailleurs. Et moi, c'est exactement ce que je ressens, et je pense que tous les gens qui travaillent dans le domaine artistique ont ressenti ça. C'est des choses inattendues qui sont les plus fortes, finalement, qui peuvent vous définir l'identité artistique. Donc, Feldman a changé. Pourquoi il a changé? C'est très simple. Il connaissait Cage, il était jeune, il n'avait pas beaucoup de temps pour composer sa musique, il travaillait dans l'usine de son oncle, qui vendait des manteaux pour enfants. Enfin, c'était jusqu'à 46 ans, il ne vivait pas de sa musique, donc il était très complexé par rapport à ça. Il n'a jamais fait des études universitaires. Enfin, il était vraiment... Il n'avait pas de reconnaissance, il composait plein de musique, mais assez expérimentale. Et puis dans les années 70, notamment quand il s'est installé à Buffalo, donc 2 heures en nord de New York, il avait enfin le temps de se consacrer entièrement à la composition. Et là, il a changé, mais il a vraiment changé, quoi. Il a changé son langage, il est devenu beaucoup plus expressif, les œuvres de plus en plus longues. Il s'est lâché, en fait. Il y a quelque chose qui... Voilà, en fait, c'est comme si tous les éléments dans sa vie, tout ce qu'il avait à contribuer, il y a une construction qui s'est faite. Et alors, moi, ce qui me touche énormément dans l'histoire d'amitié entre Feldman et Philippe Gouston, c'est que Philippe Gouston, en quelque sorte, a vécu la même chose. C'était un peintre expressionniste, l'un des vraiment qui était plus respecté dans les années 50 à New York. Il s'est retiré, lui aussi, dans le Woodstock, donc au nord de New York. Et puis, il a compris que pour lui, la peinture abstraite n'avait plus de sens. Il était un cul-de-sac. Donc, il a commencé à peindre des choses figuratives, et notamment des choses qui ressemblent à des bandes dessinées. Et il est devenu extrêmement prolifique, mais évidemment, tous les gens du milieu l'ont rejeté. Il a fait une exposition, notamment en 1969, à Marlborough, donc, où tous les artistes, dont Feldman, sont venus, et quand ils ont vu ces nouveaux tableaux, leur amitié a carrément cessé. Alors c'est quelque chose d'extrêmement violent. Hein. Philippe Gouston et Feldman se voyaient tous les jours pendant 20 ans, et puis du jour au lendemain, presque, c'est fini l'amitié. Et puis Feldman raconte plus tard, Philippe Gouston est mort, il me semble, en 1980. En fait, Feldman a compris, quoi, parce que lui aussi a changé. Et donc, avec beaucoup de regrets, je pense, à la fin, il s'est dit, mais en fait... Finalement, j'ai compris ce que lui, il a vécu, parce que moi aussi, je change. Et moi, c'est quelque chose qui vraiment, au niveau émotionnellement, ça m'a vraiment impressionné qu'il le dise aussi. Et qu'il écrive cette pièce qui s'appelle For Philippe Gouston, qui est un trio qui dure 3h30. Donc, c'est vraiment quelque chose de... C'est une chef-d'œuvre, quoi. C'est comme un opéra de Wagner. C'est quelque chose... c'est immense. Pour moi, c'est l'un des chefs-d'œuvre du XXe siècle, en musique de chambre. Donc, je voulais, quand même avec délicatesse et avec retenue, je voulais un peu communiquer cette histoire, qui est pour moi juste une belle histoire, quoi. Et puis autour de ça, donc il y a les photos des personnages, donc on les voit. Il y a une photo de John Cage qui n'a jamais été publiée auparavant, où on le voit vraiment mesquin, comme il était, quoi. Et puis on voit effectivement dans les vidéos, ça peut être un point d'entrée. Donc après, je ne sais pas, je pense que les gens qui regardent les vidéos vont être forcément plus sensibles à l'une des vidéos que les autres. Par exemple, le documentaire. Moi, j'adore les documentaires. Je suis fan des documentaires, de la forme documentaire, que ce soit radio ou film. J'adore avoir l'impression d'apprendre. Alors, est-ce que j'apprends ou pas? Je ne sais pas. Mais avoir l'impression d'apprendre, de m'enrichir à travers de l'information qui est partagée par quelqu'un qui est expert dans un domaine. Moi, c'est extrêmement proche de mon centre d'intérêt. Donc, je me suis dit, bon, moi, j'ai toutes ces recherches, il faut que je les partage. Donc, ça, c'était l'occasion. Les vidéos qui sont finalement des clips pour mon enregistrement de Palais de Marie, un morceau de 25 minutes de Feldman.
je me suis dit que y a des gens, la plupart des gens que je connais, qui ne sont pas musiciens, comment est-ce qu'eux, ils vont avoir accès à cette musique ? Ça ne peut pas uniquement passer par l'histoire du bonhomme, parce que oui, l'histoire est passionnante, mais bon, si la musique, elle est abstraite, elle n'est pas accessible, les gens, ma sœur, par exemple, qui est médecin, qui a pris des cours de piano, pour elle, c'est pas accessible, Feldman. Il faut qu'elle rentre par quelque part. Alors, comment est-ce que je vais faire rentrer ? Donc, ça m'arrive encore aujourd'hui. Je suis assez sportif, je vais à la gym, et puis je vois, il y a des clips, de la musique, on peut appeler ça de la musique, ou c'est du commerce, quoi. Mais en tout cas, le clip marque. Il y a des clips qui racontent des histoires incroyables, et puis après, on est dans le supermarché, on entend la musique, et c'est drôle parce qu'on n'a pas les images, mais le chemin s'est fait. On a apprivoisé la musique. Donc, je voulais jouer un peu avec ça, avec ces jeunes artistes. Et Stéphane Bottez, notamment, il a montré à quel point, on peut dire que les gens sont photogéniques, mais il y a des musiques qui fonctionnent très bien avec les images. C'est un peu comme... maintenant, j'imagine Stanley Kubrick, s'il avait connu Feldman, qu'est-ce qu'il aurait fait de sa musique avec ce qu'il a fait avec Ligeti ou avec Strauss. Enfin, s'il avait connu Feldman, ça aurait été énorme, quoi. Donc, c'est lié avec quelque chose que j'ai fait au début de mon projet Feldman. Donc, j'avais enregistré Palais de Marie assez rapidement et j'ai envoyé un extrait de 3 minutes du début de la pièce, qui est très accessible, ça fait presque Debussy, à des gens que je connais, qui sont pour la plupart pas musiciens, et je leur ai posé des questions, dont, par exemple, vous écoutez cette musique, vous imaginez que vous êtes où ? Il est quelle heure de la journée ? Est-ce qu'il fait froid ? Est-ce qu'il fait chaud ? Si vous mangez quelque chose, ce serait quoi qui est en accord avec cette musique ? Si c'est une boisson, ce serait quoi ? Vous imaginez un scénario de film qui va avec cette musique, ce serait quoi ? Qu'est-ce qui se passerait ? Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de faire ça. Je pense que c'est parce que dans la dégustation de vin, on décrit des émotions parfois comme ça. Et les gens m'ont répondu des choses, mais incroyables. Mais les gens qui n'écouteraient jamais du Feldman de leur vie, ou qui écouteraient pendant 2 secondes en disant « moi je ne comprends pas ça, j'éteins ». Et ce qui s'est passé, c'est que, comme il y avait plusieurs questions, ils ont réécouté la musique plusieurs fois. Ils ont imaginé que c'était l'aube, qu'ils étaient en Islande, qu'ils boivaient de l'eau, ou alors au contraire, près d'un feu de cheminée, je ne sais pas, ou alors sur la plage, à crépuscule. Enfin, vraiment des choses extrêmement précises et personnelles. C'était presque comme une psychanalyse à travers le décrit de qu'est-ce qu'on peut ressentir en écoutant de la musique. Ce qui est fou, c'est que quand les gens décrivent tout ça, ils décrivent des sensations, oui, physiques, mais aussi des images. Donc c'est le visuel, on revient toujours au visuel. Enfin, les rêves, c'est le visuel. Oui, on entend des choses dans les rêves, mais bon, c'est quand même le visuel, les rêves. Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce que tu as vu dans tes rêves, on dit. Donc pour moi, je pense que, en ce moment, depuis 5 ans environ, je suis convaincu que le visuel est le plus puissant. Enfin, le cinéma, tout ce qui est image, tout ce qui est vidéo, on ne peut pas le nier. La publicité, enfin, on est vraiment... la culture se fait par les images. Donc, soit on rejette et on dit moi, ce que je veux, c'est la musique absolue, je suis musicien. Vous fermez les yeux avec votre casque, mais personne ne va faire ça. Donc, autant jouer avec. Morton Feldman for the last 15 or 20 years of his life. He talked about the showbiz aspect of music, the spectacle of it all, entertainment. You stinker. But if it's an art form, as John Cage postulated, then certain fundamental questions can be asked, and need to be asked. To sum up, we can be experimental. If we can't, that is to say, if music is not an art form, then the situation is pretty depressing. No, not that. All we can do is continue to write 25-minute pieces that are divided neatly into movements. Expectations are fulfilled. Everybody leaves the concert happy. There's applause. The show's over. Il y avait ce concert hier au MAMCO, donc dans un musée à Genève, qui clôturait en quelque sorte cette aventure, mais l'aventure va se poursuivre, non, Ivan Illich, l'aventure feldmanienne, en tout cas pour vous? Oui, l'aventure Feldman, c'est sûr que ça va continuer. Aussi, j'ai fait des rencontres magnifiques grâce à cette collaboration, notamment avec le directeur de l'école, le grand directeur Jean-Pierre Greff, qui lui nous a proposé de faire l'édition. Un homme qui est extrêmement cultivé, ouvert au vin, à la musique, à tout ce que j'aime.
Donc on a partagé beaucoup de choses ensemble, mais aussi avec les jeunes artistes, justement, puisque eux, ils se sont intéressés à mes recherches et à mon travail. Moi, j'essaye maintenant de rester en contact avec un certain nombre d'entre eux et de suivre ce qu'ils font, de contribuer comme je peux, ou de suivre tout simplement parce que c'est quand on prête attention à ce que quelqu'un fait, ben, ça valorise, ça encourage, parce qu'ils sont quand même un peu plus jeunes que moi. Donc, pour moi, c'est plus qu'une amitié, en fait. On se soutient mutuellement, en fait. Eux, ils ont contribué donc à ce projet. Et pour moi, notamment avec Pauline Cazorla aussi, qui était vraiment celle qui dirigeait le film documentaire, qui s'intéressait à la vidéo, les trois autres, Stéphane, Camille et Adrien. Pour moi, c'est des gens que je vais suivre maintenant. Enfin, j'imagine que dans 20 ans, on va se connaître encore et je vais aller à leur vernissage parisien. Pour moi, c'est évident, quoi. C'est des gens qui m'intéressent et puis qui sont tellement différents de tous les gens que j'ai rencontrés. J'aurais jamais pu imaginer qu'il y a une artiste visuelle dont la pratique est de créer des contes de fées. Enfin, pour moi, c'est ne serait-ce que l'idée, ça me bouleverse. Donc, j'ai envie d'en savoir plus. Alors, à très bientôt, Ivan Illich, pour en savoir plus, certainement. Avec plaisir. Musique d'avenir, Anne Gillot. Sous les doigts du pianiste Ivan Illich, nous écoutons ce Palais de Marie pour piano solo composé en 1986 par Morton Feldman, dernière période de composition du compositeur, Morton Feldman qui mourra en 1987. Pour l'anecdote, ce Palais de Marie a été créé par la pianiste et compositrice Bonita Marcus, qui fut l'alter ego de Morton Feldman durant la dernière période de sa vie.
Le Palais de Marie pour piano solo de Morton Feldman, interprété ici par Ivan Illich. Cet enregistrement fait partie d'une publication de la Haute École d'Art et de Design de Genève, une publication comprenant également des vidéos réalisées par des étudiants en collaboration avec Ivan Illich. Cette parution s'intitule Detours Which Have to be Investigated.